à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous aurons le plaisir de faire dans un instant le bilan de l'année 2022 avec Yann Géano, président de La Forêt France. Un bilan en demi-teinte finalement de ce marché immobilier avec peut-être deux grands moments phares dans l'année. Une première partie de l'année très dynamique et une deuxième partie de l'année un peu plus complexe. Nous verrons cela dans un instant et nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci à la gestion de son patrimoine lorsque l'on est expatrié. Que faut-il avoir en tête lorsque l'on est expatrié pour gérer son patrimoine? Une question que nous poserons à Laurent Lefebvre, associé gérant chez Perenity, qui sera avec nous en plateau, mais aussi à Nicolas Seignol, directeur Equance en Espagne, qui sera avec nous en duplex depuis Barcelone. On se retrouve tout de suite. Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de dresser un premier bilan de cette année 2022 en matière d'immobilier. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Yann Géano. Bonjour Yann Géano. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président de La Forêt France. Alors, j'ai envie de vous poser la question de manière un peu générale. Quel bilan vous pouvez faire de cette année 2022 en matière d'immobilier aujourd'hui ? Bien, l'année 2022 aura été un grand cru. C'est la deuxième meilleure année de tous les temps en volume de transactions. D'accord. Malgré ce que beaucoup prédisaient sur les prix, sur les volumes, sur l'accès au crédit. Une année qui s'est en effet divisé en deux morceaux, pas tout à fait deux semestres. Une première partie jusqu'à juillet-août, très dynamique sur la continuité de l'année 2021. Et puis une deuxième partie d'année qui a connu quelques périodes d'accalmie, quelques difficultés et quelques nuances, mais au final une très forte année avec des prix qui continuent leur progression, 4,7% au national, un marché toujours aussi fluide. Donc, quand on dit que l'année 2022 s'est déroulée en deux temps et avec une première partie très dynamique et une deuxième partie plus calme, si on reporte ça au global sur l'intégralité de l'année 2022, on reste sur une année quand même assez dynamique en matière d'immobilier. Plus qu'assez dynamique. On est sur une année exceptionnelle, 1 100 000 transactions, une fois de plus. Elle occupe la deuxième marche du podium derrière l'année 2021 et devant l'année 2019. Donc, un très grand cru. Bon, alors on verra dans un instant un petit peu ce que vous prévoyez pour 2023. Juste avant, si on revient sur cette deuxième partie d'année 2022, ce qui a un petit peu changé la donne sur le marché de l'immobilier, c'est l'accès au financement. C'est la hausse des crédits, la hausse des taux d'intérêt des crédits immobiliers et surtout le sujet du taux d'usure en lien avec ces taux d'intérêt. C'est vraiment ce qui a freiné ce marché immobilier en deuxième partie d'année ? Alors, trois phénomènes. Le premier phénomène, c'est en effet le phénomène de l'accès au financement avec ce fameux taux d'usure que beaucoup de Français ont découvert. Bien sûr, oui, que tout le monde connaît maintenant. Maintenant, tout le monde le connaît, absolument, qui a empêché, mais surtout reporté certains projets. Les critères aussi d'octroi des financements du Haut Conseil de stabilité financière sur la durée de l'endettement et sur le taux d'endettement. Donc, ça a été le fameux 35% d'endettement. Exactement, 35%, 25 ans. Ça a été le premier frein. Le deuxième, ça a été le chassé-croisé des projets. On avait assisté sur les dernières années à un mouvement important de Français qui quittaient les métropoles pour aller vers les zones périurbaines, voire les territoires ruraux. Et on a observé sur ce deuxième semestre qu'on en a finalement maintenant autant de Français qui reviennent ou qui viennent des territoires métropolitains à l'extérieur des métropoles ou ruraux pour gagner le cœur des centres-villes. Parce que quand on fait sa calculatrice, avoir une maison à 50 km d'une métropole, c'est une deuxième voiture, parfois même une première, des frais d'énergie qui sont plus importants, un accès aux loisirs, au transport, aux services publics également différents. Donc ça, c'est le deuxième phénomène. Donc on ne quitte pas les villes, c'est ce que vous nous dites, finalement. On les quitte. Mais moins que ce qu'on attendait. Mais certains y reviennent également, et c'est notamment le cas des jeunes de moins de 35 ans qui voient un tremplin pour leur vie personnelle et professionnelle. Et puis le troisième phénomène, c'est le grand écart des prix, avec des prix qui ont continué à progresser, près de 5% d'augmentation sur le territoire national. Et malgré cela, des métropoles, Paris, Lyon, Bordeaux, qui voient leur prix baisser sur un an. Bien sûr. Cette fameuse maison en environnement rural qui a vu son prix baisser également sur un an. Et à contrario, les territoires périurbains avec une marge de progression et en tout cas qui donne une possibilité de pouvoir d'achat aux Français
qui ont continué à augmenter. Et puis les produits les plus recherchés, lorsqu'on a vue sur mer, sur un monument historique dans un quartier très prisé, on reste sur des niveaux de prix très hauts. Mais ça, c'est nouveau. Ça fait plusieurs années que les prix montaient partout. Et bien là, ils ont monté à certains endroits, ils ont reculé dans d'autres et se sont stabilisés également dans d'autres secteurs. Donc un peu plus de précision finalement sur l'évolution des prix sur l'ensemble du territoire, alors qu'avant on avait plutôt un marché linéaire, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et plutôt à la hausse en l'occurrence. On avait un marché global qui aujourd'hui se fracture et on retrouve une multiplicité de marchés et une certaine hiérarchie. Prenons l'exemple de Paris, on avait presque un prix unique dans Paris. Aujourd'hui, on a le centre de Paris qui vaut plus de 12 500 € du mètre, l'Ouest qui vaut plus de 10 000 et l'Est qui vaut moins de 10 000 €. Donc on retrouve la hiérarchie des arrondissements parisiens. Une question, alors ce qui fait le prix, c'est quand même la rencontre entre l'offre et la demande. Derrière ce sujet prix, qu'est-ce que vous avez pu constater en 2022 justement sur l'évolution de l'offre et l'évolution de la demande? Si on commence par l'offre justement, cette fameuse maison en dehors de Paris, en milieu rural, est-ce qu'il y a plus ou moins d'offres qu'avant par exemple? Alors l'offre s'est reconstituée là également pour plusieurs raisons. Tout d'abord des délais de vente qui se sont légèrement allongés. On a pris 2 jours de plus sur l'année 2022. On reste quand même en dessous des 90 jours largement. On est en dessous de 3 mois pour vendre un logement en France. Oui. En 2015, on était à 4 mois pour donner... Deux jours, ça ne change pas non plus radicalement une négociation ou un projet. Ça ne change pas, mais ça fait une offre qui se consolide légèrement. Deuxième phénomène, des vendeurs qui se sont dit que peut-être le marché immobilier dans leur secteur était en haut et que c'était le moment d'empocher leur plus-value, donc ils se sont précipités pour mettre leur logement sur le marché. Et puis troisième phénomène, on en parle depuis un moment, les logements les plus énergivores qui ont été mis un peu plus massivement sur le marché entre 2021 et 2022. Les logements classés F et G représentent 18% en 2022 alors qu'ils représentaient 12% des logements mis en vente en 2021. Notamment par crainte d'obligation de travaux sur ces différents logements, ce qui fait la transition avec la demande. Est-ce que la demande suit? Est-ce que la demande est très orientée vers un type de bien et justement ces logements énergivores restent sur le côté? Quelle typologie de la demande vous avez constaté, Yann Géano? Alors la demande est toujours supérieure à l'offre. C'est vrai qu'elle a ralenti. Une proportion importante de Français s'est mis en stand-by, s'est auto-censuré, notamment au sujet du financement, en se disant je verrai plus tard, peut-être quand je me serai constitué un apport ou quand les banques seront plus clémentes. Et puis la demande, là encore, s'est modifiée. On n'est plus uniquement sur cette maison en environnement rural, on va sur un appartement avec un extérieur en territoire périurbain et on regarde de nouveau l'investissement locatif, bien que l'année 2022 ait été un peu marquée par un retrait de l'investissement locatif. Alors justement, le sujet de l'inflation revient évidemment souvent sur les sujets qu'on traite dans cette émission. Quand on parle d'immobilier, alors cette progression des prix, finalement, on se rend compte que l'inflation n'a pas un impact direct sur un prix d'achat ou un prix de vente. En revanche, sur un loyer, ça peut avoir une incidence. Comment est-ce qu'on intègre ça quand on est futur acquéreur ou qu'on réfléchit à une stratégie immobilière? La première chose, c'est que 70% des projets immobiliers sont des projets contraints. Ce ne sont pas des projets de confort. Un enfant supplémentaire qui arrive dans le foyer, une séparation, une mutation, une succession. Donc on se doit de réaliser le projet immobilier. Donc l'inflation est neutralisée dans ces conditions-là. Et puis la deuxième chose, c'est que les Français ont quand même une brique dans le ventre, souhaitent être propriétaires de leur résidence principale, d'une résidence secondaire, d'un investissement locatif. Donc lorsqu'ils font leur opération, ils regardent plutôt le moyen, voire le long terme, mais ils ont des certitudes autour de la pierre valeur refuge qui l'a démontré sur la décennie passée. Donc peu d'impact aujourd'hui sur l'accès à proprement parler au logement. En revanche, sur la rénovation énergétique et sur le choix du logement, là, les Français s'y intéressent de plus en plus. Alors justement, si on prend ce sujet rénovation énergétique, qu'on le met en regard également des délais un petit peu plus longs que vous avez mentionnés, des 2 jours, d'un coût du financement qui est un peu plus élevé. Alors effectivement, depuis quelques jours maintenant, ou quelques heures même, on sait que ce taux d'usure devrait temporairement être ramené à un calcul mensuel, ce qui devrait permettre aux banques de relever un petit peu plus facilement les taux de crédit immobilier et donc de redonner un petit peu de fluidité au marché. Mais concrètement, est-ce que la période est un peu plus propice à la négociation, par exemple, quand on est acquéreur? Alors la période est propice, les négociations s'établissent autour de 4,5% en moyenne sur tout le territoire national à fin 2022. Lorsqu'on a un logement hautement énergivore, G essentiellement, on peut ajouter 5% pour les appartements et parfois jusqu'à 10-15%
15% sur les maisons qui nécessitent des travaux importants. Encore faut-il que le vendeur soit conscient des réalités de marché, ne campe pas sur ses positions. Ou sur une estimation de 2019, par exemple, qui lui aurait fait miroiter un prix de vente plus haut que ce qu'il pourrait avoir aujourd'hui, par exemple. C'est notre travail, en effet, de rapprocher d'un côté les prétentions d'un vendeur des réalités du marché et de l'autre côté, d'accompagner un acquéreur vers un projet d'acquisition qui sera nécessairement différent de celui qu'il aurait pu réaliser il y a 2 ans. On l'a découvert récemment, Yann Géano, le taux d'usure, je le disais il y a un instant, va être calculé mensuellement de manière temporaire. Est-ce que ça ouvre des perspectives pour cette année 2023 en matière d'immobilier ? Oui, c'est une demande qu'on était nombreux, que moi-même que je portais depuis plusieurs mois. On attend d'autres évolutions. Ça va en effet permettre de le lié à la réalité. Ça va permettre aux Français de financer leur logement. Ça va nous permettre de jouer notre rôle sur les négociations. Il y a d'autres choses qui devraient être également bougées. Le taux d'endettement HCSF ne tient pas compte du patrimoine, par exemple, des candidats à l'acquisition. Certains candidats CSP++, pourraient également dépasser les 35% sans être en situation de surendettement. En tout cas, c'est une demande de la profession. Après, pour l'instant, on est toujours à 35%, mais vous militez pour que potentiellement on puisse dépasser un petit peu ces 35% dans un environnement de taux un peu plus élevé. Exactement, qu'on soit sur du cas par cas pour certains profils. Là encore, l'objet n'est pas de surendetter les Français sur l'immobilier, mais sur des familles plutôt CSP+, de pouvoir leur permettre de dépasser ce 35%, notamment pour faire de l'investissement locatif et pour alimenter un marché qui est aujourd'hui extrêmement restreint, un parc locatif privé restreint. Et rapidement, Yann Géano, alors je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais doit-on s'attendre à un volume de transactions en baisse pour 2023 et doit-on s'attendre à des prix qui continuent à reculer dans certains cas en 2023 ? Alors c'est le moment de se livrer en effet au pronostic. Je n'aime pas trop le faire. Sur les volumes, certainement qu'on va quand même avoir un premier trimestre où la transaction va être un peu plus grippée, donc il est vraisemblable qu'on passe sous le niveau du million de transactions, ou en tout cas autour du niveau de million de transactions sur l'année 2023. Sur les prix, je crois qu'il faut regarder un marché non plus dans sa globalité, mais le regarder de manière fragmentée. Certains territoires vont baisser fortement, d'autres vont se maintenir, d'autres vont continuer à progresser. Donc on va dire qu'on sera entre plus 2 et moins 3 sur les prix quand on fera l'addition selon l'assortiment qui aura été vendu fin 2023. Merci beaucoup Yann Géano d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine commenter donc cette année 2022 en matière d'immobilier. Je rappelle que vous êtes le président de la Forêt France. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous. Et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Comment assurer la gestion de son patrimoine lorsque l'on est expatrié ? Voilà la question qui va nous animer actuellement dans Enjeu Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés par 2 experts du sujet. Nous avons tout d'abord le plaisir de recevoir en plateau Laurent Lefebvre, associé gérant chez Perenity. Bonjour Laurent Lefebvre. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés en duplex cette fois-ci depuis Barcelone par Nicolas Seignol, directeur Equance en Espagne. Bonjour Nicolas Seignol. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous également, messieurs. Nous allons tenter de comprendre comment gérer son patrimoine lorsque l'on est expatrié. On va commencer avec vous, Laurent Lefebvre. Alors effectivement, l'expatriation est d'abord un sujet professionnel, un engagement professionnel, mais peut venir assez vite le sujet de la gestion de son patrimoine, que ce soit des investissements existants ou des nouveaux investissements. Déjà, est-ce que lorsque l'on n'est plus résident français, le fait de ne plus être résident français, ce statut-là peut-il avoir un impact sur certains types d'investissements, Laurent Lefebvre ? Alors oui ou non. D'accord, oui. Alors sur lesquels ça a un impact ? Alors ça a un impact tout d'abord en fonction du pays dans lequel on va aller vivre. D'accord. Puisqu'il y a certains pays comme les États-Unis, voire le Royaume-Uni, quand on détient de l'épargne, certains établissements financiers n'acceptent pas de conserver les avoirs. D'accord. Donc ça, c'est une anticipation. Des établissements financiers français qui n'acceptent pas de conserver les avoirs en France lorsque l'on est à l'étranger. Tout à fait. D'accord. Par exemple, pour les États-Unis notamment. Ensuite, si vous partez vivre dans certains pays comme Panama, Bahamas, les îles Vierges et autres, ça va être compliqué également. D'accord, ouais. Sinon, pour le reste, la détention avant l'expatriation peut être conservée, pas de problème.
Donc sur la conservation finalement de dépôts sur un compte, il faut déjà prendre en compte la destination. C'est le premier point. Si on parle d'investissement, est-ce que là aussi le statut de non-résident a eu une incidence sur des investissements qu'on aurait réalisés en France lorsqu'on était résident français? Est-ce que le statut de passé non-résident change quelque chose ou non? Non. Non, pas spécialement. Ça ne change pas. Par contre, sur les futurs investissements, ça sera autre chose. Alors, on va l'évoquer dans un instant. Nicolas Seignol, j'ai envie de vous poser la même question. Vous êtes basé à Barcelone. Alors, Equance, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais est plutôt spécialisé sur cet accompagnement patrimonial des Français expatriés. Vous-même, vous accompagnez des expatriés en Espagne. Est-ce que ce statut de non-résident français en Union européenne doit être pris en compte lorsque l'on est expatrié, ou à partir du moment où on est résident européen en Union européenne, les règles restent les mêmes? Alors oui, tout à fait. Donc avant de commencer par finalement compléter ce qu'a dit mon confrère Laurent sur les impacts qu'il peut y avoir sur des investissements, moi ce que je voudrais dire, c'est qu'une expatriation, pour qu'elle soit réussie, il faut vraiment bien la préparer avant son départ. Puisque souvent on a le réflexe de la fiscalité, ça nous vient tout de suite à l'esprit, c'est une bonne chose. Mais je voudrais dire en introduction simplement que pour que la gestion de patrimoine soit parfaite et complète dans un cadre international, il faut penser aux règles fiscales qui vont être applicables à son patrimoine, mais pas que. Il y a aussi toutes les règles de droit international privé qui vont être importantes à analyser avant son départ et qui vont pouvoir impacter de façon importante et même parfois insoupçonnée, je pense au régime matrimonial et sa mutabilité qui peut apparaître au cours d'une expatriation. Donc voilà, et ça va influencer énormément le conseil en gestion de patrimoine. Ça veut dire, Nicolas, ça veut dire qu'avant même de partir, il faut faire un point sur sa situation patrimoniale puisque ça aura des incidences sur la vie qu'on pourra avoir en tant qu'expatrié. Exactement, il va y avoir les conséquences fiscales avec les règles fiscales qui vont évoluer, mais également tout ce que je disais auparavant, donc le droit international privé, qui va avoir un impact très fort sur la gestion en elle-même du patrimoine. Alors, si je reviens un petit peu sur les investissements, la fiscalité, on la traitera dans un second temps. C'est évidemment une grande question, j'imagine, quand on est expatrié. Pour compléter ce qu'on a commencé à dire avec Laurent Lefebvre, alors effectivement, on a parlé de la situation aux États-Unis ou en Angleterre lorsque l'on a des dépôts sur un compte. Quand on est dans un pays de l'Union européenne, la question est simple, c'est est-ce qu'il y a des grands changements ou de toute façon, comme on est dans le même marché économique, finalement, la situation d'un expatrié ne change pas d'un pays de l'Union européenne à l'autre? Pour moi, la situation, elle peut changer. Elle peut y avoir deux types d'impacts. Déjà, un impact sur les classes d'actifs qui vont être accessibles finalement aux Français qui est devenu non-résident. Donc typiquement, si on prend un exemple, tout ce qui est Pinel ne sera plus accessible dès lors qu'on a endossé une casquette de non-résident. Et si on prend un autre exemple bien connu des Français, donc le PEA. Le PEA, maintenant, on peut s'expatrier avec son PEA, il n'y a pas de problème, on ne va pas nous faire fermer notre PEA au moment de passer la frontière. En revanche, on ne pourra plus rajouter d'argent sur son PEA, on pourra simplement l'arbitrer. Mais voilà, on pourra en tout cas ne pas ouvrir un PEA quand on est non-résident, ce n'est plus possible. C'est intéressant ce que nous dit Nicolas Seignol, Laurent Lefebvre. Alors là, effectivement, on est plus dans les nouveaux investissements, ou en tout cas dans la continuité d'un certain nombre d'investissements. On reviendra sur le Pinel ou sur l'investissement immobilier de manière générale, mais sur le PEA, effectivement, je peux avoir ouvert un PEA en France, ensuite être muté à l'étranger. Et là, ça veut dire que ce compte qui est hébergé en France, je n'ai plus les mêmes droits sur ce compte. Vous avez le droit de conservation et de le faire vivre, de l'animer, changer les supports financiers. Ah, j'ai quand même le droit, effectivement, de continuer à réaliser des investissements dessus. Voilà, mais pas de le compléter. D'accord. Plus d'effectuer de nouveaux versements. Donc je ne peux. D'accord. Donc en fait, je peux l'animer, mais je ne peux pas faire un nouveau versement pour acheter de nouvelles actions, par exemple. Vous pouvez pas. Si vous faites des rotations de portefeuille, vous pouvez, mais vous n'allez pas ouvrir un nouveau PEA ou un PEA PME quand vous êtes expatrié. D'accord. Et de la même façon, tous les dispositifs qui apportent une réduction d'impôt, vous ne pourrez pas en bénéficier si vous êtes en dehors de la France. Si les fonds proviennent du pays dans lequel je suis résident, ou simplement parce que moi-même je suis résident hors de France à ce moment-là? Du fait d'être non-résident fiscal français, vous ne pouvez plus bénéficier des dispositifs fiscaux avec réduction d'impôt. Et alors, est-ce que je peux ouvrir un équivalent PEA dans un autre pays ou du fait que j'en possède déjà un en France, la situation est compliquée également?
Bon, le PEA, c'est un produit français. Bien sûr, non, mais donc, c'est pour ça que je parle d'un équivalent PEA. Oui, mais... Oui, après, l'équivalent d'un compte titre. Oui. Oui, évidemment. Oui. Nicolas Seignol, les Français que vous accompagnez qui sont expatriés justement en Espagne ou ailleurs, mais on va prendre cet exemple espagnol, s'ils veulent continuer à investir sur les marchés financiers, s'ils veulent aller notamment sur les marchés financiers espagnols ou continuer à investir sur les marchés financiers français, comment peuvent-ils faire dans ces cas-là ? On peut continuer de travailler toute cette classe d'actifs financières via différents supports. Donc, ça ne sera pas le PEA, puisque, comme le disait Laurent, on pourra effectivement l'arbitrer, faire tourner son patrimoine, mais en aucun cas l'alimenter. Mais en revanche, reste à notre disposition le compte titre. Aucun problème à ouvrir un compte titre dès lors qu'on est non-résident. Aucun problème également pour aller ouvrir une assurance vie. Voilà, nous, c'est vrai que pour tout ce qui est assurance vie, et ça va être un peu en lien avec la fiscalité, on aime bien travailler avec la place d'assurance vie luxembourgeoise, mais ça, c'est pour une question de neutralité fiscale et aller éviter tout risque de double imposition dès lors qu'il y aurait une absence de convention entre les deux pays, entre la France et le pays de résidence. Alors justement, si on évoque le sujet fiscalité, on reviendra sur l'immobilier après, on a déjà donné quelques lignes avec Laurent Lefebvre. On va commencer par l'exemple espagnol et ensuite on élargira avec vous, Laurent Lefebvre. Fiscalement, donc, à partir du moment où je ne suis plus résident français, en France en tout cas, je n'ai plus droit à tous les dispositifs avantageux fiscalement. Et quelles sont les grandes incidences que cela peut avoir fiscalement, Nicolas Seignol, quand je suis résident en Espagne ? Alors, on va perdre quelques avantages, c'est vrai. On ne va pas avoir accès aux mêmes packages fiscaux que les Français. En revanche, d'un point de vue fiscal, un point très important à noter qui différencie fondamentalement les Français résidents des non-résidents, c'est que sur tout ce qui est revenus de capitaux mobiliers, on va être exonéré de prélèvements sociaux. Voilà. Donc ça, c'est un point important à dire. Par exemple, si sur des dividendes de source française sur lesquels on aurait fait l'option de la flat tax à 30%, on ne va subir une fiscalité à la source française, dès lors qu'on est non-résident, sur ces dividendes de source française, que de 12,8%. Les 17,2% restants, les deux, donc on arrive à 30%, ne seront pas demandés. On n'aura pas à payer ces prélèvements sociaux. Et aussi, je rajouterais que sur cette catégorie, donc sur les revenus dits financiers, par exemple, tout ce qui est plus-value mobilière, une plus-value mobilière réalisée par un Français sur le sol français, quand il se trouve en situation de non-résidence, ne sera pas taxée. On sera complètement exonéré de cet impôt sur le sol français. Mais attention, il faudra bien ensuite regarder à la loupe quelles sont les conséquences fiscales dans le pays de résidence de la perception d'une plus-value mobilière en provenance de l'étranger. Est-ce qu'elle sera taxable ou est-ce qu'elle ne sera pas taxable ? Voilà. Elle peut être taxable. Ah bien sûr. Alors qu'on était propriétaire en France, qu'on a été expatrié, qu'on a vendu ce bien en France, on peut être taxé dans le pays dans lequel on n'est que de passage, si je puis dire. On est résident quelques années. On n'est que de passage, mais on est résident. Il y a beaucoup de pays qui, comme la France, taxent les revenus et le patrimoine mondial dès lors qu'on est résident. C'est le cas de l'Espagne, mais ce n'est pas le cas de tous les pays. Laurent Lefebvre, si on élargit un petit peu, là on a donné le cas espagnol, si on élargit un petit peu, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête de manière fiscale, très concrète, quand on est expatrié, quand on va être expatrié, qu'est-ce que ça peut changer pour nous en termes fiscaux ? Bon, le point essentiel, hein, c'est en effet l'absence de prélèvements sociaux. C'est quand même 17,2%. Bien sûr, c'est quand même important. Mais ça veut dire quoi ça ? Si je reviens sur cet exemple, ça veut dire qu'il vaut mieux finalement réaliser des investissements sur les marchés financiers via un PEA, mettons, avant de partir à l'étranger et ensuite de mettre ça en pause entre guillemets sur ce type de dispositif ou que même si j'ai réalisé une vente sur mon PEA, ah bah non parce que je ne pourrais pas sortir l'argent pour le coup. Non. Alors, voilà c'est ça. Donc c'est là où c'est important de poser la question. Le point, c'est que si on compte revenir en France, c'est vrai que tout placement financier de toute façon aujourd'hui est taxé de la même façon. On parle de la flat tax, 30%, y compris CGCRDS. Donc il n'y aura pas de CGCRDS du fait d'être parti. Ce qui est surtout important, c'est d'épargner. D'accord. Et les plus-values seront exonérées de prélèvements sociaux si je vends pendant mon expatriation. D'accord. Et surtout, sans anticiper l'étape du retour, mais ça sera important de faire une cession, y compris donc, pour que les plus-values soient exonérées
de ces prélèvements sociaux. C'est ça surtout le point donc c'est plus important. en anticipation du retour si jamais j'ai besoin de ces sommes d'argent ou de ces investissements à ce moment-là. Voilà. En matière d'investissement immobilier, pour le coup, est-ce qu'il y a des choses à avoir en tête? Est-ce que je vous avais donné l'exemple des États-Unis tout à l'heure, c'est peut-être une fiscalité particulière, mais que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, en tout cas hors Union européenne, est-ce que ça peut être intéressant en tant que résident français, mais non résident, enfin pardon, en tant que citoyen français non résident en France, mais dans un autre pays, d'y réaliser dans le pays en question des investissements immobiliers? Alors, c'est toujours intéressant, certainement. Après, il faut faire attention au contexte local du pays dans lequel on vit. Est-ce que c'est intéressant de réaliser un investissement? En tout cas, sur l'immobilier, si l'investissement est réalisé en France, un investissement immobilier en France, qu'on habite en France ou qu'on soit non résident fiscal français, c'est la fiscalité française qui s'applique. D'accord. Y compris les prélèvements sociaux. Parce que ce dont on disait, l'exonération de prélèvements sociaux, c'est uniquement sur les produits financiers. Bien sûr. Donc ça ne changera rien. Ça ne changera absolument rien. D'accord. Le fait d'être non-résident ne change strictement rien à la fiscalité sur les revenus immobiliers ou les plus-values immobilières. Donc là, ça veut dire que même si je vends un appartement alors que j'habite aux États-Unis, ça ne changera absolument rien sur la fiscalité qui s'appliquera. C'est ce que vous nous dites. Exactement. Nicolas Seignol, donc vous êtes à Barcelone. Vous allez peut-être pouvoir nous répondre sur cet exemple précis en Espagne. Est-ce qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent pour des résidents, des citoyens français, pardon, je vais y arriver, mais non résidents en France? Est-ce qu'il y a des opportunités d'investissement dans le pays d'accueil, ou là encore, il faut prendre en compte que on va rentrer un jour en France et que ça peut créer des complexités pour le retour sur le sol français? Bien sûr, avec plaisir, Nicolas, mais si vous me permettez, j'aimerais revenir sur l'exemple immobilier, la fiscalité, puisque pour bien être complet pour nos auditeurs, c'est vrai que là, on pointe quand même du doigt quelque chose qui n'est pas très positif d'un point de vue fiscal pour les non-résidents, puisque les règles fiscales applicables, effectivement, prévoient donc un taux fixe 20% dès le premier euro et qui montera à 30% dès lors qu'on réalisera plus de 26 000,70 € de revenus sur sol français par an. Ça, c'est pour la partie impôt sur le revenu. Donc, on voit que contrairement à un résident qui sera taxé sur son TMI plus prélèvements sociaux, dès le premier euro, on va déjà payer 20% au niveau de l'impôt sur le revenu. Mais une chose fondamentale qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment une dichotomie de traitement entre les Français qui sont non résidents Union européenne avec ceux qui sont résidents en dehors de l'Union européenne. Puisque d'un point de vue de l'impôt sur le revenu, les règles ne vont pas changer. On va rester sur son taux de 20% qui montera à 30% au-delà de 26 000 € de revenus par an. Mais en revanche, la grosse différence se fait au niveau des prélèvements sociaux, puisqu'on a la chance pour les non-résidents Union européenne depuis 2018 de n'avoir à payer qu'un prélèvement solidaire de 7,5%. En revanche, pour nos compatriotes qui sont, prenons l'exemple de Singapour, donc hors Union européenne, la sanction est assez lourde, puisque pour quelqu'un qui aurait plus de 26 000 € de revenus, il serait taxé marginalement à 30% sur l'impôt sur le revenu, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Donc là, clairement, il faut faire attention quand on est à l'étranger, quand on veut continuer à réaliser des opérations immobilières, il y a vraiment un intérêt à continuer à le faire, j'en suis le premier convaincu, mais il faut faire attention quand même sur quel type d'actifs on va investir pour ne pas être trop pénalisé par la fiscalité. Merci beaucoup Nicolas Seignol. Il y a encore pas mal de questions que j'aurais voulu vous poser à tous les deux, mais on n'aura malheureusement pas le temps de le faire. Nicolas Seignol, je rappelle que vous êtes directeur Equance en Espagne. Merci également Laurent Lefebvre qui est avec nous en plateau. Je rappelle que vous êtes associé gérant chez Perenity. Merci à tous les deux de nous avoir proposé une première introduction finalement sur la gestion de patrimoine tout en étant expatrié. J'espère qu'on aura l'occasion de rééchanger ensemble pour comprendre un petit peu plus en détail tous ces mécanismes. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart.